sont venus de la MLF, d'ailleurs. Merci vraiment donc pour avoir pris le temps de s'intéresser, à l'éducation aux médias et à l'information. Alors, donc moi, je suis Marjorie de Criem, je suis professeure documentaliste, au Canada, à la Toronto French School, à Toronto donc. Et pour ceux qui me connaissent, donc je vais vous partager dans la conversation un lien vers un Padlet, n'est-ce pas? Un petit mur collaboratif. J'ai un petit problème avec une certaine addiction au Padlet. Et donc dessus, vous allez trouver les ressources sur lesquelles je vais m'appuyer un petit peu ce soir. Donc vous pourrez conserver le lien du Padlet, il reste ouvert. Vous pourrez aller voir tranquillement pour vous rappeler les choses qui ont été présentées. Oui, voilà, c'est. Mais à mon stade, Padlet, ça devient maladif, je pense. Donc, donc voilà, donc n'hésitez pas à garder le lien quelque part. On essaiera de le remettre, je le remettrai, je pense, sur le forum ou je l'enverrai par la suite dans un petit mail. Et je pense, donc je regarde un petit peu l'heure. Oui, voilà, donc on va commencer tranquillement. Alors l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce que je vous propose un petit peu, c'est un petit partage de mon côté. C'est-à-dire qu'en fait, donc moi, ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans des centres de documentation et mon dada, donc c'est l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à mettre en place. Donc l'idée, c'est de vous donner aujourd'hui des petites pistes. Donc je vais vous montrer des idées que j'ai grappillées à droite à gauche, que j'ai mis en pratique ou pas d'ailleurs. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez prendre la parole, si vous voulez. Je respire à certains moments, donc vous pouvez en profiter pour, pour m'interrompre, il n'y a aucun souci. Et ça me ferait même très plaisir d'avoir un petit échange. Normalement, je finis un petit peu avant. Donc, comme ça, on pourra, on a aussi quelques petites minutes de discussion. Alors, je vais juste fermer mon calendrier qui apparaît, on ne sait pas pourquoi, qui a décidé de me rappeler. Voilà, voilà, tout est sous contrôle. Donc, si tout le monde est prêt, eh bien, nous allons en profiter pour donc commencer. Alors, donc, quand j'ai commencé à réfléchir, donc, je ne sais pas si vous avez fait le tour, mais en tout cas, il y a eu d'énormes formations cette semaine, pendant la semaine de la classe inversée, grâce à Alexandre Ballet, donc, qui a organisé, et puis au forum pédagogique. Et donc, en fait, j'ai réfléchi à ce que je pouvais proposer et je me suis lancée. J'ai dit, bah voilà, et si on inversait l'EMI? Donc là, vous voyez sur mon titre que j'ai inversé l'EMI. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de commentaires humoristiques parce qu'on m'a dit: «Oui, mais si on inverse le EMI, EMI, ça fait quoi? IME, EIM?» Enfin bon. Donc en fait, j'ai cherché, voilà, je me suis dit: «Bah, après tout, si j'inversais l'EMI, qu'est-ce que ça pourrait donner?» Donc EMI qui est l'éducation média et à l'information, moi j'ai décidé de le transformer en EIM qui sera les enquêtes et les investigations médiatiques. Donc c'est pour vous donner un peu une idée du ton et puis de la direction, sur laquelle on va aller. Alors juste un petit rappel en fait sur, l'éducation aux médias et à l'information. Donc il y a beaucoup de référentiels, il y a des compétences, d'éducation médias et l'information, dans le programme français. En IB, ce qu'on appelle les transversal skills. Moi, je me base souvent en fait sur, les 5 lois de l'éducation média qui ont été publiées par l'UNESCO. Parce qu'il y a l'idée, en fait, d'une utilisation critique des informations, de la création, de l'analyse, la dimension souvent qui est pas trop exploitée, c'est le besoin d'information. Pourquoi on va chercher de l'information? À quoi ça nous sert? Et donc c'est vrai que travailler cet axe-là avec les élèves, ça peut être aussi intéressant. Et donc le fait que ça soit une expérience dynamique, un processus vivant, et cetera. Et donc, l'idée, en fait, c'est que pour moi, la formation, l'éducation média et à l'information, c'est avant tout une formation critique. Donc, c'est pareil, en fait, régulièrement, je retourne toutes les compétences, je les manipule, je m'inspire des référentiels des différents pays. Et en fait, il me semble que pour moi, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, on va dire que ça va être le niveau manipulation, c'est-à-dire des compétences, des méthodes, des outils, comment utiliser Internet, comment utiliser Google. Et moi, en fait, j'appelle ça des habiletés médiatiques, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner
des points de repère, des petits trucs, des outils, voilà, pour se repérer dans le monde des médias et de l'information. Le deuxième niveau, donc ça va être plus au niveau intellectuel, en fait. Souvent, j'emploie ce mot dans mes classes, c'est-à-dire que je dis aux enfants, aux élèves, vous devez avoir des réflexes. Quand vous voyez une information, vous devez vous poser des questions. Lesquelles? Vous devez contextualiser, vous devez vous demander d'où est-ce qu'elle vient, comment elle a été produite. Voilà, donc un petit peu des petites pistes, en fait. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a peut-être de plus dur, en fait, c'est de faire le lien, de transposer, on en reparlera, mais de faire le lien entre l'information que je vais trouver sur mon téléphone, sur Instagram le soir quand je regarde, et l'information que mon prof va me donner en cours. C'est des informations, on devrait avoir une grille commune d'analyse, mais comment réussir à la bâtir? Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Il me semble que l'éducation aux médias et à l'information, c'est avant tout la construction d'un regard sur le monde, d'une culture de l'information, pour justement permettre aux élèves d'avoir une autonomie intellectuelle, d'avoir une ouverture et être capable, par exemple, de prendre en compte différentes perspectives sur un même événement, sur une même information. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, rien que là, vous voyez que c'est quand même un vaste programme, hein. Donc, on va essayer de plonger un petit peu dedans. Alors, j'ai toujours un petit peu, l'introduction, c'est souvent un petit peu plus théorique, et puis après, je vais vous donner des petites pistes d'expérimentation. Donc, par exemple, là, je suis retombée, j'ai retrouvé dans mes archives un livre que j'avais lu, qui est paru il y a 3 ou 4 ans, je pense, de Stéphane Vial, qui s'appelle L'être et l'écran, comment le numérique change la perception. Et en fait, j'ai retrouvé un petit peu cette idée, il a conceptualisé mieux que moi encore. C'est l'idée, en fait, que pour travailler sur le numérique, mais aussi pour travailler sur le médiatique, le monde des médias, il faut avoir cet œil critique, cette formation procédurale, cette formation intellectuelle. Et ça, c'est peut-être ce qu'on peut construire avec nos élèves. Mais il faut aussi essayer de leur donner des pistes pour aller vers un œil visionnaire, c'est-à-dire vraiment pour sortir l'éducation média simplement de l'école ou du cadre du cours, et puis pour en donner une dimension éthique et citoyenne. Et il me semble que ça, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur, en fait, des éducation A, voilà, c'est cette dimension sociale, mondiale et citoyenne. Voilà, alors est-ce que vous avez des petits commentaires? Est-ce que vous voulez intervenir? Ou est-ce que je continue? N'hésitez pas. C'est très clair, merci beaucoup. D'accord, donc bon, je fais souvent une petite pause parce que je sais que je parle beaucoup, donc voilà. Donc l'idée, en fait, de l'éducation aux médias, donc ça, c'était un petit peu l'introduction théorique. Donc l'idée de l'éducation aux médias, en fait, c'est que souvent, il va y avoir des écueils, comme toutes les éducations à la citoyenneté, au développement durable. En fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, et en fait, j'ai fait une petite typologie de ce que moi, en tant que prof doc, quand je dis « Ouh, venez tous, on va travailler sur l'éducation aux médias », de ce que je peux entendre de la part des élèves, des profs, de l'administration, enfin voilà. Donc, je ne sais pas si vous reconnaîtrez ces propos, mais en tout cas, pour moi, ils sont assez parlants. Donc, le premier écueil qu'on peut avoir, c'est en fait la question du temps. Si on veut finir le programme, on ne va pas avoir le temps de faire tous tes jolis projets, ma petite dame, hein, donc voilà. Alors bon, on va justement, l'idée d'avoir relevé ces écueils, c'est de voir comment on peut passer outre ces écueils, et puis peut-être de trouver des petits stratagèmes pour ancrer l'éducation aux médias dans des dispositifs qui seront peut-être un petit peu différents. Donc c'est vrai que ça peut être le temps de préparation, ça peut être le temps en cours, et puis ça peut être également le temps du suivi. La deuxième chose, ça peut être donc la phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est « Ouais, OK, super ton projet, mais quel rapport avec ma classe là ?» Donc c'est le problème de l'identification, c'est-à-dire à quoi
comment en fait l'éducation média ne devient pas une espèce de sphère parallèle par rapport aux enseignements disciplinaires. Comment on peut justement faire du lien, faire des enseignements qui seront non seulement interdisciplinaires mais aussi transdisciplinaires, c'est-à-dire avoir ces fameuses compétences transversales. Donc réfléchir au cadre d'enseignement encore, aux éducations A. Et il me semble également, je ne l'ai pas mis directement, mais c'est qu'en fait l'éducation média, elle se fait forcément dans un cadre de coopération. C'est-à-dire, c'est très rare qu'on fasse de l'éducation média tout seul. Souvent, le prof doc le premier, mais dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que le prof de français peut travailler avec le prof d'histoire géo. Enfin, il y a des liens qui peuvent se faire et l'éducation média se mettra en place plus facilement si on a un vrai travail d'équipe. Troisième écueil, il me semble, c'est la complexité. C'est souvent, ah oui, ton projet est super, mais ça va être compliqué à mettre en place. Donc, c'est vrai que la question de l'organisation, bon, c'est encore un petit peu la question du temps, hein. Quel temps de préparation on donne à ça? Quel dispositif? Et souvent, il y a la question de la maîtrise, en fait. Quand on va parler, par exemple, de citoyenneté numérique, quand on va parler d'utilisation de certains outils. Souvent, en fait, les enseignants ou les personnes avec qui on est amené à travailler, vont être peut-être un petit peu découragés par rapport à la maîtrise d'un outil ou d'un vocabulaire ou d'un concept. Et donc, en fait, c'est vrai que cette idée de collaboration, notamment avec le professeur documentaliste, c'est le moment ou jamais d'exploiter l'expertise et les forces de chacun. C'est ça l'idée de la collaboration et donc de travailler ensemble. Et puis le dernier petit point que j'entends quand je parle de projets d'éducation média, c'est de toute façon, les élèves ne vont pas le faire en vrai. Tout ce qu'on va leur apprendre sur l'information, etc., ils ne vont pas l'appliquer dans leur vie personnelle. Alors ça, j'en ai déjà parlé, c'est cette fameuse œil critique, œil visionnaire. Comment les élèves vont s'approprier les différentes compétences qu'on va leur proposer, est-ce qu'ils vont les appliquer et comment on va mettre en place une vraie formation à l'éducation aux médias. Et en fait, souvent, quand on parle avec les élèves, avec les profs, j'ai découvert ce concept du syndrome du brocoli, c'est-à-dire qu'on va nous dire toujours ce qu'on a envie d'entendre. C'est-à-dire, les élèves, je vais leur dire, vous savez comment on vérifie une information? Ils vont dire oui, oui. Puis je vais dire, vous le faites? Oui, oui. Les professeurs, je vais dire, ça va, éducation média, vous travaillez sur des journaux? Oui, oui. C'est pas trop compliqué? Non, non. Donc, en fait, le syndrome du brocoli, c'est quelque chose, quand on fait une enquête, si on demande, par exemple, si vous avez plus l'habitude de manger des frites ou des brocolis, on va te dire comme on a plus l'habitude de manger des brocolis parce que ça renvoie une image de nous qui est un peu plus jolie, qui correspond peut-être à ce que la personne en face aurait envie d'entendre. Donc, en fait, il y a ce côté un petit peu apparence à dépasser, justement. Et des fois, c'est pas facile, en fait, de la part des élèves qui disent non, mais c'est bon, je sais me servir de mon ordinateur et je sais chercher. Ben, il y a chercher et chercher. De la part des enseignants, de la part des gens qui peuvent travailler comme la vie scolaire, etc., en relation avec l'éducation aux médias et à l'information. Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses à mettre en place. Donc ce que je vous propose maintenant, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que… Voilà. Ah oui, Julie, je savais que ça allait te plaire le coup du brocoli. Mais j'ai trouvé ça très parlant, en fait. J'ai trouvé que, voilà, c'était… Et moi, la première, hein, moi, quand je parle avec les personnes, j'ai envie qu'on ait une bonne image de moi. Donc, en fait, voilà. Donc, un petit peu pour passer le cadre. Et puis maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de venir un petit peu plus sur les pratiques peut-être de classe inversée et comment… alors, les classes inversées, il ne s'agit pas de tout faire à la maison, mais justement de décentrer peut-être des moments d'enseignement, de les mettre sur d'autres temps et de voir comment on peut organiser un petit peu tout ça. Alors, je dis organiser, vous allez voir que ça part dans tous les sens, hein, parce que c'est un peu comme ça que ma tête fonctionne. Donc, on va y aller. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues si vous êtes des professeurs documentalistes ou si vous avez essayé de travailler, par exemple, sur des projets interdisciplinaires? Voilà, bon, ça va. Alors, donc, pour continuer un petit peu, voilà. Alors, donc,
Moi, j'ai décidé d'instaurer, parce que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec le statut du professeur documentaliste, qui est un professeur qui n'en est pas un, et cetera. Et donc j'ai décidé de, mettre en place une pédagogie pirate de l'EMI. Donc comment justement pirater, les, enseignements disciplinaires, comment pirater le cadre scolaire pour réussir à y glisser de l'EMI. Donc vous voyez que j'ai essayé de remettre un petit peu l'histoire de l'œil, l'œil critique qu'on peut avoir. Donc la première chose, ça va être montrer aux élèves, leur montrer quelles lunettes ils utilisent en fait. Donc avant de commencer sur l'EMI, des petits dispositifs pour les faire réfléchir dans la vie de tous les jours, voilà, peut-être regarder des choses avant d'arriver en cours et puis avoir quelques billes pour nous instaurer une discussion. Donc ensuite, en classe, ça va être plus la démarche d'investigation, c'est-à-dire se mettre en travail, en pratique, en recherche, etc. Et puis, pour aller plus loin, là, j'ai mis un petit télescope, je suis très fière de mes petits visuels. Donc, donner des pistes, justement, parce que hors du temps scolaire, en fait, des fois, on peut trouver des moyens pour, sans que ça soit des devoirs non plus à la maison, mais pour continuer à travailler, à susciter un petit peu cette curiosité chez les élèves. Donc, si ça vous va, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais donc vous présenter un petit peu les petits dispositifs et puis je ferai des pauses également. C'est parti. J'ai fait monter la pression. Maintenant, vous voulez absolument savoir comment on fait de l'EMI en vrai. Voilà. Donc, on va y aller. Alors, donc, la première chose, un des dispositifs que j'ai essayé de mettre en place, alors ça, je l'ai essayé de le faire depuis cette année. Donc, vous voyez, tout est toujours en évolution à cause on va dire à cause ou grâce au confinement, déconfinement, reconfinement, enseignement en distanciel, etc. J'envoyais, quand je savais que j'avais une intervention, j'envoyais en fait une petite alerte doc. Alors en fait, j'avais pris des petits gifs, ça faisait du bruit et tout. Et donc en fait, je les envoyais aux élèves en disant, bah voilà, juste, j'ai besoin de vous pour mener une petite enquête avant de venir au cours suivant. Est-ce que vous pouvez observer le monde qui vous entoure et regarder un petit peu, prendre des éléments sur la question sur laquelle on va s'intéresser en éducation média. Donc, en fait, par exemple, ça pouvait être, par exemple, sur le numérique, regarde les statistiques de ton portable. Combien de temps tu as passé sur ton portable hier ou une journée d'avant? Et en fait, à chaque fois, je donnais une petite piste à réfléchir. Comment pourrait-on faire baisser ce temps d'écran? Et en fait, comme c'est des petites actions, bon, les gentils vont nous le faire. Les petites filles, elles venaient avec des captures d'écran, etc. C'était absolument génial, où elles m'envoyaient des petits mails. Et puis, ben, même les autres, en fait, ils vont prendre 30 secondes, 10 secondes pour regarder, parce que voilà. Alors, ça peut être aussi combien de mails publicitaires as-tu reçus dans ta boîte email aujourd'hui? Réfléchir comment fonctionnait la publicité avant les ordinateurs. Donc, l'idée, en fait, la petite clin d'œil à Julie, hein, l'idée, c'est vraiment de reprendre, de mettre en place ces petits réflexes documentaires ou des routines de pensée. Et donc, c'est de dire, ben voilà, quand tu vois quelque chose, essaie de réfléchir à la signification qu'il y a derrière et peut-être interroge-toi. Donc là, je faisais que les 2 premières étapes, explore et think. Mais quand les élèves arrivaient en ayant déjà un petit goût de ça, et en plus, ils adorent partager, donc en fait, ils ont vraiment envie de faire des choses comme ça. Alors, il y en a une sur les fake news. Enfin, sur le Padlet, je vous ai mis en fait le Padlet alerte doc. Et donc, en fait, vous pouvez voir, donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai commencé au fur et à mesure des chapitres. Merci, merci Julie pour avoir remis le Padlet. Mais voilà, il y en avait une, compte le nombre de publicités que tu vois ou que tu entends sur le chemin de l'école. Et ça, en fait, même si toute la classe ne le fait pas, s'il y en a quelques-uns dans la classe qui le font, c'est assez impressionnant. Les enfants viennent avec 30, j'ai vu 30 pubs ou j'ai entendu 30 pubs entre la radio, etc. Et est-ce que la publicité nous manipule? Donc, c'est un petit peu la question de recherche sur laquelle on va travailler. Donc, voilà un petit peu un tout petit dispositif qui peut juste, vous savez, mettre la puce à l'oreille, l'œil qui commence à s'exercer. Le niveau juste un peu au-dessus, que celui-là j'utilise depuis assez longtemps en fait, c'est ce que j'appelle les défis doc. Et en fait, j'utilise quand j'ai des cours
dédié à l'EMI, je donne toujours un espèce de plan de travail aux élèves. Il y a une très, très bonne formation sur les plans de travail sur le forum pédagogique, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit peu un déroulé du projet. Et la première étape, ça va toujours être le défi doc. Donc, des fois, le défi doc, c'est pareil, il est envoyé avant à la maison. Donc, basiquement, c'est juste un visuel avec une question. Donc, c'est quoi une information? C'est quoi une publication scientifique, c'est quoi une caricature, c'est quoi, ça marche avec tout. Et donc en fait, j'affiche le visuel en gros où je l'envoie sur, nous on a un environnement Classroom, donc sur les Google Classroom, et les élèves peuvent répondre sous forme de questions dans la Classroom, ou alors en classe, je leur donne 6 minutes, donc j'ai un petit timer, et il y a une petite case comme un post-it où ils doivent mettre, c'est quoi une information. Et en fait, là, pour parler pédagogiquement correctement, c'est en fait l'émergence du conflit socio-cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de leur poser la question, ça va mobiliser ce qu'ils savent déjà. Et en fait, je dis, ça n'est pas une interrogation, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Et souvent, en fait, je demande qui veut parler de sa réponse, on met en commun et ça commence à lancer le cours. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et à chaque fois, ils arrivent, ils font, ah, c'est le défi doc. Je dis, oui, voilà, c'est le défi doc. Donc, vous voyez que ça peut être aussi des moyens d'identifier en fait les moments d'éducation à l'information, que ce soit en cours d'histoire, de français, quand on travaille sur les articles. Voilà, c'est quoi un texte littéraire, c'est quoi. Voilà, ça peut être des moments pour vous pouvez en faire ce que vous voulez, en fait. Ça peut être en amont, ça peut être le lancement de votre cours pendant 10 minutes, voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite de faire réfléchir avant de commencer. Donc, concrètement, en fait, pendant qu'on était, j'ai tendance à utiliser le mot coincé, mais c'est le mot confiné qui est bon. Pendant que nous étions confinés, donc l'an dernier, je leur avais envoyé les défis doc, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines pendant le mois de mars, je leur avais envoyé donc, c'est quoi une information? Et en fait, sur chaque colonne, en dessous, il y avait un Padlet pour répondre. Et donc là, par exemple, j'avais envoyé c'est quoi une information? Et donc là, les élèves m'avaient répondu sur un Padlet réponse. Donc ça faisait, j'arrivais quand même à essayer de faire du lien dans une espèce de discussion dans le confinement. Quelque chose qui peut servir aussi, qui peut être, si vous n'avez pas envie de faire les visuels, etc., c'est juste poser la même question. Quand je vous dis information, à quoi vous pensez? Et donc là, c'est aussi un outil que je pense d'ailleurs que c'est un outil que Julie m'avait montré il y a bien longtemps, que j'utilise régulièrement et que je montre à mes profs. Donc c'est un outil qui s'appelle Answer Garden et ça permet de faire donc des nuages de mots et ça grossit en fait la taille des mots correspond à leurs occurrences. Plus le mot va être répété, plus il va devenir gros. Donc en fait, ça les amuse beaucoup, hein. Des fois, il ne faut pas oublier, donc il y a un système de gestion pour fermer en fait le Answer Garden, le jardin des réponses après. Oh, j'avais jamais vu que ça faisait ça, le jardin des réponses. Après la classe, parce que sinon on en a toujours qui s'amusent à mettre des petites choses. Mais en tout cas, si on le fait en direct, par exemple, vous donnez 5 minutes aux enfants, vous dites bah voilà, information, on envoie le lien, ils se connectent dessus. Et en fait, ils mettent ce qu'ils pensent. On actualise le dessin, le nuage de mots change au fur et à mesure et ça nous permet aussi d'ouvrir la discussion. Donc ça, c'est des petits lancements en fait pour justement faire réfléchir. Voilà. Donc Julie vous met le lien, vous met les modalités. La dernière chose, en fait, on va dire enfin non, là c'était les choses justement pour essayer de commencer à exercer son œil. Et là, en fait, on va rentrer un peu plus. Donc, concrètement, en fait, le défi doc, il est souvent suivi d'une petite discussion, d'une mise en commun. Et ensuite, on va regarder une petite capsule vidéo. Donc là, je vous ai mis des capsules que moi j'utilise en cours. Donc, par exemple, les experts de l'information. Ça peut être une capsule sur comment faire quelque chose, donc les tutos du CDI. Il y a aussi des capsules, les clés des médias. Et là, en fait, après s'être posé la question, voilà, c'est quoi une information? On va aller voir une petite vidéo qui va nous donner du contenu. Et en fait, plutôt que de faire un cours magistral sur ce que c'est qu'une information, le système de la capsule, c'est également quelque chose qui
qui varie un petit peu l'intention des élèves. Ils ont l'impression de regarder une petite vidéo. C'est pas qu'ils ont l'impression, ils ont l'impression de pas petite vidéo. Ensuite, une mise en commun, une petite fiche à remplir. Souvent, je la visuel à remplir pendant qu'ils écoutent la vidéo. Comme ça, ils sont un petit peu attentifs. Avec les petits, pas toujours, parce que les petits, des fois, je leur demande d'écouter et puis de remplir la fiche après en commun. Mais voilà, ça peut être aussi des petits systèmes. Alors, je vois qu'il y a d'autres logiciels, voilà, Mentimeter, oui. Après, il y a plein d'autres possibilités. Donc, ne sous-estimez pas en fait l'impact des capsules parce que je pense que ça peut être quelque chose et en fait, vous voyez que là, on est en train de jouer aussi sur le paramètre temps, c'est-à-dire qu'au lieu de préparer un cours, on fait un défi doc, on montre une capsule et ensuite on va vraiment avoir un temps de travail, de travaux pratiques, de discussion dans la classe. Donc tout ce temps, au lieu de transmettre, on va dire quelque chose, on peut trouver des stratagèmes pour aller un petit peu plus vite. Donc là, c'est pareil en fait. À la fin des vidéos ou à la fin de ces petits travaux, donc le défi doc, c'était avant je pensais, et la petite vidéo, la discussion qui s'ensuit, maintenant je pense. Donc l'idée de leur faire noter aussi comment ils ont évolué par rapport à ça. Bon, des fois, ça reste, mais plus on va le pratiquer, donc en Nord-Amérique, et puis je pense qu'on appelle ça le ticket de ski, en fait, c'est-à-dire avant de rentrer dans une autre activité ou de partir du cours, bah voilà, on donne le petit ticket de sortie, on fait un petit bilan cognitif, en fait, de ce qui a été vu juste avant. Est-ce que vous commentaires, je vois qu'il y a plein de petits mails sur les petits outils qu'on peut exploiter. Je crois que le Padlet, je l'ai laissé ouvert, donc si vous voulez rajouter des choses, pour contribuer ou sinon je mettrai les liens, après. Est-ce que ça va? Je continue? C'est très dur de faire, des formations en ligne, hein. On se sent toujours un peu seul devant son ordinateur. OK, merci beaucoup. À un moment, je voudrais entendre vos voix, hein, s'il vous plaît, voilà. Hem, donc, pour revenir aux paramètres temps, en fait, donc je suis arrivée dans un nouvel établissement il y a 2 ans et en fait, j'ai dû revoir complètement ma façon de proposer des activités parce que j'étais dans un établissement depuis un certain temps, donc j'avais des gros projets, j'avais des heures de recherche dédiées et cetera. Et là, j'ai vraiment été confrontée, oui, mais on n'a pas le temps, c'est la pression, les examens, le programme, blablabla, ce qui est très important, hein, mais c'est vrai que c'est un écueil qu'il faut prendre en compte. Et en fait, j'ai commencé par proposer et j'ai continué quand nous étions en ligne et ça a très bien marché. J'ai appelé ça les pauses du CDI. Alors, il faut faire du marketing hein, quand on est dans un centre de documentation. Donc, l'idée, en fait, c'est de proposer des activités, des mini-activités. Donc, j'avais appelé ça les intermèdes du CDI. Et pareil, un peu de com avec les profs. Vous avez besoin d'un break en ligne, n'hésitez pas, venez voir les intermèdes médias du CDI ou les intermèdes sciences du CDI. Et donc, l'idée, c'était de proposer des activités ponctuelles de 30 minutes ou d'une période de 50 minutes, soit l'étude d'un article, par exemple, soit un panorama de presse avec des petites questions directrices pour travailler dessus. Et donc, il y avait un temps où les élèves lisaient l'article, ils avaient, alors en plus, comme c'était minuté, ils devaient faire une lecture active, c'est-à-dire que repérer, des fois, je mettais, quand c'était des articles un peu complexes, je mettais du vocabulaire, les Google Docs, les documents de travail collaboratif, ils ont ça, on peut importer l'article et puis après souligner des passages, mettre les éléments importants, mettre des indices textuels en fait. Et donc l'idée, c'était vraiment d'étudier un article et puis ensuite, eh bien, de soit répondre à des questions, donc ça pouvait être sous cette forme-là. Là, c'était un intermède science, un article assez compliqué du Courrier international parce qu'il travaillait sur les écosystèmes et donc c'était le lien entre les écosystèmes et l'apparition de nouveaux virus.
ça alors. Et donc, en fait, les élèves de 3e devaient analyser l'article. Donc là, ils avaient vraiment 40 minutes pour analyser l'article. Et à la fin, en fait, ils postaient leurs conclusions sur un Padlet. Et quand on est revenu, on a continué donc à faire ces intermèdes médias. Pareil, un temps de travaux pratiques où les élèves avaient une mission très guidée à réaliser dans un temps imparti. Et puis ensuite, l'idée, c'était de les... donc d'abord, c'était un travail personnel. Ensuite, c'était une mise en commun dans un groupe. Et puis enfin, les conclusions dans la classe. Et donc, j'ai mis en place des cercles de discussion, des groupes de discussion. Alors maintenant, j'appelle ça les petits cénacles quand on fait des recherches littéraires ou philosophiques. Les élèves travaillent, dépouillent leurs documents et puis ensuite, ils se mettent en cénacle. Donc, c'est des groupes de 3 ou 4. Ou alors, quand c'est un peu plus scientifique, je dis, bah voilà, le comité de rédaction doit se réunir. Donc, ils se mettent à 4, ils discutent un petit peu sur l'article. Alors, encore une fois, je suis désolée, je ne suis pas sponsorisée par Padlet, mais vous voyez, les conclusions sont mises sur le Padlet. Donc, si on est en ligne, ça permet, par exemple, de les lire et puis le cours d'après, de revenir 5 minutes sur ce que les élèves ont compris ou pas compris. Ou alors, si on est en classe, voilà, tout le monde consulte le Padlet et puis on discute aussi en direct sur ce qui a été compris, pas compris. Donc, vous voyez qu'en fait, ça peut être des petits dispositifs. Au bout du compte, ça va faire quand même une période. Et puis, mais en fait, quand on dit 30 minutes, quand on dit une période, une demi-période, et puis on revient à la période après pour faire le bilan, ça permet de ponctuer en fait les classes. Et c'est un système qu'on m'a redemandé en fait quand on est rentré aussi. Donc, voilà un petit peu. Est-ce que ça vous inspire? Alors, je suis très fière de mes intermèdes médias. Est-ce que vous pensez que c'est des choses que vous pourriez réutiliser, qui pourraient vous intéresser? Voilà, alors après, je n'ai pas déposé de copyright sur le nom, donc vous pouvez les utiliser. Vous pouvez aussi travailler autrement, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des moments bien définis, quoi. Oui, non, c'est sûr. Alors voilà, moi j'ai un peu de temps après, donc il y a aucun souci. Merci Karine. Une chose aussi qui est très intéressante pour gagner du temps, en fait, c'est, au lieu que ce soit nous qui procurons, je ne trouve pas mon verbe, voilà, qui fournissons, voilà, des documents, des supports de cours, etc. Ce qui marche très bien aussi pour travailler sur les médias, c'est les quads neufs. Donc ça, je pense que si vous regardez les travaux d'Alexandre Ballet, il en fait beaucoup en histoire géo. Et c'est quelque chose, en fait, donc le quad neuf, c'est 5 minutes au début d'un cours. Et c'est un élève qui choisit un article et qui vient en parler. Donc, ça peut être décliné, ça peut être un article, ça peut être un événement, ça peut être, voilà, il y a les modalités, il existe plein de petites choses différentes. Mais en fait, cette année, on a décidé de le transposer en sciences parce que les professeurs de sciences se plaignaient qu'on n'arrivait pas à leur faire lire de l'actualité scientifique, ce qui peut être assez hermétique, en effet. Et en fait, c'est un projet qu'on a mis en place en 6e, 5e. Bon, là, comme on est retourné en ligne, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et l'idée, c'est que tous les vendredis, donc on a fait un beau tableau avec un planning. Tous les vendredis, un élève arrive avec une présentation visuelle d'une slide ou un tableau visuel du style Jamboard, un tableau blanc interactif, et ils nous présentent en 5 minutes cet article. Donc, en fait, je leur demande, c'est basiquement ces questions qui, quoi, comment, de quoi parle mon article, pourquoi c'est important, et quel est le concept scientifique derrière. Et en fait, souvent, alors après, c'est pareil, souvent, je dis au prof, c'est juste 5 minutes, il faut 2 séances pour expliquer aux enfants, leur faire un exemple, etc. Puis après, c'est 5 minutes. Et en fait, ces 5 minutes, souvent, ça devient des vrais temps de discussion. Et ça s'étire un petit peu sur 15-20 minutes. Mais en tout cas, toutes les semaines, il peut y avoir un petit point d'actualité. Donc, ça peut être aussi en histoire, ça peut être les revues de presse plus classiques, on va dire quoi de neuf dans le monde, quoi de neuf dans le pays, c'est important aussi pour la politique intérieure, ou quoi de neuf en culture, quoi de neuf en art, enfin voilà, tout est déclinable. Et donc, quand c'est les élèves
qui viennent avec l'article, c'est toujours plus intéressant. Mais non, parce qu'en fait, c'est encore un piège. Donc Claire me dit, on ne te dit pas que c'est trop gourmand en temps. C'est ce que je dis, c'est un piège en fait. Je dis, au début, on fait 2 séances pour expliquer, et après, c'est 5 minutes toutes les semaines. Et donc en fait, quelque part, c'est vendu comme ça. Et après, si ça dépasse, bah, c'est au professeur de voir s'il a envie de continuer la discussion. Souvent, moi, j'essaie d'y aller. Des fois, je ne suis pas là. Et les élèves me disent, bah, le quoi neuf a duré 10 minutes. Ou la prof, elle me dit, ah, bah, aujourd'hui, on a discuté 30 minutes parce qu'on a fait du lien avec le cours. Donc, voilà. En fait, il y a toujours des petits pièges. Après, ça peut être simplement, nous, on faisait des quoi neuf en histoire en seconde, c'était le fait, petit contexte, et puis voilà, après, on réattaquait le cours. Donc après, ça dépend aussi du temps qu'on veut donner. Mais souvent, en fait, c'est pas de la mauvaise volonté. L'éducation aux médias, c'est pas que les enseignants ne veulent pas. C'est voilà, c'est cette question d'organisation, etc., qui influe. Donc là, en fait, voilà un petit peu pour les dispositifs en classe, et je vais juste finir. Quelle heure est-il? Est-ce que je suis dans les temps ou pas? Donc oui, bah voilà, je vais finir tranquillement sur justement les activités supplémentaires en fait, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que j'ai des enfants qui veulent discuter, qui veulent parler, qui ont envie de partager. Alors, si vous commencez à leur poser des questions sur les usages du numérique, l'utilisation des réseaux sociaux, ils sont trop fiers de vous montrer comment marche TikTok, c'est impeccable. Mais voilà, souvent, en fait, on n'a pas un temps dans la classe pour travailler là-dessus. Alors, en fait, j'ai proposé 2 petites choses que je garde sous le coude régulièrement. Donc, la première, c'est les instants, les 5 minutes du centre de doc. Alors, ce n'est pas des conversations directement. Là, en fait, je ne vais pas dans toutes les classes, mais en fait, donc je vous ai dit qu'on fonctionnait sous l'interface Classroom. Et donc, en fait, je propose aux professeurs de mettre un article en lien avec le chapitre qu'ils sont en train d'étudier. Donc là, par exemple, en 3e, les professeurs sont en train de travailler les microbes et les bactéries. Il y a eu un article de Sciences et Vie sur les microbes et les bactéries. Je l'ai juste mis dans le fil d'actualité avec une petite étiquette Instant Science. Vous voulez aller plus loin, lisez l'article. Donc, c'est pas obligatoire, mais en fait, ça donne à manger à ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et souvent, il y en a qui sont curieux, que ça soit par rapport aux sciences, que ça soit par rapport aux maths, que ça soit par rapport à l'actualité. Je sais que j'ai fait ça beaucoup. Donc au lycée, en fait, on a des options histoire mondiale et sciences politiques. Et en fait, je postais des petits articles, souvent du Courrier international, qui étaient un petit peu des revues de presse sur les élections américaines, sur la question des Ouïghours. Et en fait, les élèves, si on leur pointe l'article, parce qu'il y a tellement de choses à lire que chercher, c'est fatigant, mais par contre, accessoirement, un coup de temps en temps, si on leur pointe un article, ils vont le lire, en fait, puisqu'on simplifie un petit peu la démarche. Et c'est pareil, au début, j'ai commencé ça en me disant, bon, on verra bien. Et en sciences, ça marche bien. Au lycée, ça marche bien. Donc, les professeurs me demandent, en fait. Et limite, ils m'envoient juste le chapitre. Ils disent, bah là, on travaille sur le système, les objets dans l'univers. Et puis, bah, j'ai juste mis une petite vidéo. Ça peut être tout support qui montre justement la taille des planètes, etc. Et voilà, c'est un complément au cours, mais ça va un peu plus loin. Et souvent, en fait, je demande que pensez-vous de la source, en fait. Je leur demande juste une petite question en dessous pour qu'ils ils se la mettent à l'esprit. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, en fait, donc, c'est mon bébé à moi, hein, c'est pareil, j'adore ce concept, parce que donc c'est les petits clubs des esprits critiques. En fait, c'est des blogs. C'est des posts de blog qui reprennent un petit peu des questions, des polémiques en fait qu'on va retrouver dans les médias. Et voilà, par exemple, donc le principe, en fait, c'est que je fais un petit texte, une problématique, en fait, où je mets une revue de presse, où je mets 3 liens vers des articles à lire. Donc, les élèves lisent le texte qui problématise la question. Donc, par exemple, là, la politique doit-elle devenir une affaire de femmes? Et ensuite, dans les commentaires, ils écrivent un argumentaire.
Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé parce que souvent, je commençais des discussions, c'est quoi une information, c'est quoi une fake news, c'est quoi. Et je n'avais pas le temps matériel en classe d'aller plus loin. Et donc, je leur disais, ben voilà, réfléchissez. Alors, pour pas que ce soit des discussions café du commerce, voilà, je leur donne quand même des documents à lire parce que c'est compliqué aussi d'argumenter si on n'a pas de matière. En fait, au bout d'un moment, on tourne en rond et c'est pas une argumentation, c'est juste des affirmations, quoi. Donc, l'idée, c'est de leur donner à la fois de la matière pour nourrir leur réflexion et de leur demander de formaliser. Et en fait, le fait de passer par l'écrit, bon, ça les gonfle au début, hein, mais le fait de passer par l'écrit, de ne pas avoir, parce que je dis, bon, si vous le faites en plus, je ne regarde pas l'orthographe, mais c'est plus une discussion, voilà, ça permet aussi de formaliser, de conceptualiser, et ça les fait avancer dans la construction, on va dire, de l'esprit critique. Donc, en fait, au début, j'avais fait le club Xénon, qui est vraiment le club éducation média. Donc, par exemple, c'est là où j'ai un poste que la pub nous manipule-t-elle, la technologie nous isole-t-elle, enfin voilà, des questions un petit peu sur l'environnement, la société, les médias et le numérique. Le club Jean Moulin, c'était les relations entre les médias et le politique. Donc, est-ce que les hommes politiques sont des people comme les autres? Enfin, voilà, des questions qui pouvaient… Ça, c'était pour les plus grands, en fait, en seconde. Le club Einstein, c'est les questions autour du science et de l'éthique. Et là, par exemple, on l'a refait juste avant les vacances. Les élèves travaillaient sur l'exploration du système solaire. Et donc, je leur ai demandé, faut-il créer une Space Force, une armée de l'espace canadienne? Parce qu'il y a la Space Force qui a été créée aux USA, donc est-ce qu'il faut le faire? Et donc, l'idée de ces petits clubs, c'est qu'en fait, soit je leur envoie pour travailler en autonomie, s'ils ont envie, ça peut être sur la base du volontariat, soit je le fais en cours, ça peut permettre à un certain moment je ne vais pas dire de meubler, mais d'avoir quand même de la matière tout en changeant un peu le dispositif. Et donc, par exemple, quand je suis en train de faire un projet avec un prof et puis que le prof n'est pas là ou que les élèves, voilà, il y a un creux à un moment, je peux leur proposer un article du club Einstein ou du club Jean Moulin, ou alors des fois c'est en post, donc sur le fil de la classroom, je dis voilà, le thème du mois, c'est là, je dois en faire un justement qui m'a été demandé par les professeurs sur Donald Trump qui a été expédié de Twitter. Est-ce aux réseaux sociaux de choisir ce qu'ils veulent publier? Voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Donc, ça permet aussi d'ouvrir les discussions. Et puis, en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. En fait, les articles, je les choisis délibérément avec différentes perspectives. Et donc, ça permet, en fait, justement de confronter un petit peu les points de vue et de leur donner de la matière pour ne pas rester, on va dire, dans l'affirmation personnelle, la culture personnelle. Voilà, donc je pense que c'était un petit peu une petite incursion dans le monde merveilleux de l'EMI et des petits dispositifs. Alors, comme vous avez vu, c'est pas du tout, c'est des choses que j'ai mis en place avec des professeurs, sur des demandes de professeurs, sur des réflexions d'élèves. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des petits indices, des petites graines, si on reprend la métaphore du petit jardin. Et voilà, donc je ne sais pas s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne, si vous avez des commentaires, si… La question du temps, c'est vraiment la question incroyable quand on essaie de travailler sur l'éducation aux médias, c'est l'écueil principal, je trouve. Je me tais. À vous. Ah, tout le monde est parti, tout le monde est mort. La première, c'est toujours la plus compliquée, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il faut juste que ça sorte. Alors, bonsoir, moi c'est Patrick. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Oui, parfait. Donc, j'ai bien suivi tout ce que vous avez dit. Je ne suis pas professeur documentaliste, mais je suis journaliste chargé de communication. Donc, j'interviens dans les classes de CE1, CM1 et CM2 et aussi un peu au collège. Le problème du temps est vraiment un problème délicat que moi, je n'arrive pas, en tout cas personnellement, je n'arrive pas à gérer parce que même si on a réussi à intégrer quelque chose dans l'EDT, c'est compliqué.
c'est pas tous les jours que les élèves prennent le réflexe de faire tout ce qu'on leur a dit avant. Mais ici, tout à l'heure, j'avais suivi où vous aviez dit au niveau de culture de l'information, autonomie intellectuelle. Je ne sais pas si c'est possible de fournir, par exemple, des ressources avec lesquelles on peut directement interagir avec les élèves pour leur montrer. J'ai bien suivi, mais je pense que cette partie, peut-être, je n'ai pas bien suivi. Autonomie intellectuelle, s'il y a des ressources qu'on peut utiliser. Je ne suis pas prof doc, donc je m'essaie à faire quelque chose avec eux. Donc, si c'est possible d'avoir quelques ressources à chaud que je peux par exemple utiliser et qui me permettront par exemple de passer du cycle 3 au cycle 4 aisément. Alors, il y a beaucoup de ressources qui sont déjà en ligne. Là, tout de suite, en fait, il y a le site, le nom ne va plus me revenir, Littératie Média, je crois, quelque chose comme ça. Alors après, en fonction des thèmes, si vous tapez les questions, en fait, vous avez beaucoup de matériel pédagogique. Il y a aussi le Clémy qui fournit énormément de séquences, de fiches, etc. Moi, je vous ai mis donc les capsules. Les capsules, je trouve que c'est vraiment pas mal. Les capsules, il en existe beaucoup sur YouTube. Donc, ça peut être aussi des bons supports. Et il me semble que, en fait, l'idée de les amener à cette autonomie intellectuelle, on peut le faire si on leur donne les bons outils et les bons réflexes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, des fois, passer par une petite grille, leur faire se poser des questions, leur montrer comment on le fait en cours, leur demander s'ils l'ont fait à la maison, si ils ont lu un article. Et en fait, souvent, il y a quand même un échange. Si vous êtes là régulièrement, ça arrive souvent que les élèves viennent avec un article et disent bah, « j'ai lu ça, est-ce que c'est vrai ou pas ?» quoi. Voilà, des choses comme ça. Donc, à partir du moment où je regarderai en fait pour mettre, parce que je dois bien avoir un Padlet là-dessus, il y a vraiment des sites qui offrent des séquences. Le site du Clémy, par exemple, on va organiser le mois la semaine des médias au mois de mars. Et en fait, ils envoient un fascicule. Vous pouvez le télécharger sur le site du Clémy avec énormément de séquences, de fiches, etc., que vous pouvez exploiter directement, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ou... Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, donc entre les petits outils pour mobiliser, entre les vidéos, entre les fiches pédagogiques, et vous tapez séquences pédagogiques sur l'information et vous allez voir, vous allez trouver un certain nombre de ressources, quoi. Il y a des sites qui sont vraiment très, très bien faits à ce niveau-là.